Alors, moi, je veux vous donner mon sentiment. Donc, on a un monsieur de chez LG qui va se présenter, qui va vous dire qui il est. Alors, on va essayer de parler bien fort, les amis. J'essaie de parler plus fort. Vous me dites si c'est mieux au niveau du son. Je veux vous donner, moi, mon premier sentiment, comme ça, rapidement. Au niveau du design, moi, je le trouve plutôt sympa. Je trouve qu'il a des bordures, voilà, tout ce qu'il y a de plus haut de gamme, en tout cas, en termes de ratio écran, avec cette encoche qui est vraiment pas mal. J'aime bien le bleu. Alors, j'ai l'impression qu'on retrouve ce bleu qui fait un effet un peu violet, comme ce qu'on avait un petit peu, par exemple, chez la concurrence. J'ai l'impression que ça va être un peu un effet de mode, cette recherche du reflet et d'essayer de donner des ondulations de couleurs à ces téléphones. Donc là, on est plutôt bien. Au niveau de la fiche technique, on a tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. Comme chez certains de la concurrence, je regrette qu'on reste sur 4 Go de RAM parce que quand on est un constructeur et qu'en plus on alourdit un petit peu l'expérience Android avec une surcouche, mais aussi avec des fonctionnalités, puisque c'est vraiment important. Il n'y a pas qu'une surcouche pour vous mettre des icônes personnalisées, des menus aussi également personnalisés. Il y a par exemple la suite LG Health, si je ne dis pas de bêtises, donc et on a un dossier qui s'appelle Essentiel. Donc il y a des ajouts faits par le constructeur. Voilà. Ensuite, là où je rejoins mes camarades, où un petit peu pour moi le bas blesse, mais après LG aura son mot pour se défendre, c'est que je regrette qu'il n'y a pas d'écran OLED parce qu'aujourd'hui c'est un signe distinctif pour un haut de gamme. Et encore une fois, je rejoins quand même Manu qui défend le fait de dire vaut mieux avoir un bon LCD qu'un mauvais OLED. Donc moi, le problème, c'est que ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que malheureusement pour moi, LG, qui est une télé LG à la maison, ils font de magnifiques télévisions OLED. Donc c'est bizarre, j'ai du mal à comprendre et je suis persuadé que LG est capable de faire très bien. Autre chose qui m'a un petit peu dérangé dans la présentation, et encore une fois, ils seront là pour pouvoir me répondre peut-être à mes interrogations, c'est que quand on vous dit souvent le discours c'est on fait un smartphone qui est très bon en photo et en gros on passe tout le reste un petit peu à la trappe comme si c'était l'enjeu aujourd'hui pour un constructeur d'avoir un téléphone ultra performant en photo uniquement. Et ben j'ai l'impression que ça veut dire il sera en dessous des autres, mais vous inquiétez pas, on a un petit peu repensé le truc pour qu'il soit bon dans d'autres domaines en tout cas. Et bon, ça c'est un. Je trouve qu'aujourd'hui les constructeurs, ils ont besoin de communiquer sur quelque chose qu'ils mettent en avant. Alors, pas forcément qu'il soit mieux que les autres, que tout le reste, pardon, des autres spécificités, par exemple l'autonomie, etc. Mais j'ai besoin qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi ce téléphone, comme le dit JB, pourquoi on achèterait celui-ci plutôt qu'un autre. Par exemple, Huawei a misé sur le triple objectif. C'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Samsung a parlé de l'ouverture variable, par exemple. Ça aussi, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut. Tout le monde n'est pas forcément un passionné de la photo, il n'a pas forcément d'avoir envie d'avoir un téléphone haut de gamme mais qui soit que très bon en photo. Il y a effectivement des gens à qui ça n'intéresse pas, mais voilà. Moi, honnêtement, je vais vous dire un truc. Euh, pour mes premières impressions, j'ai été plus ébahi par le LG V30 que j'avais vraiment envie, qui nous a vraiment fait un effet waouh et que je pense aujourd'hui, c'est le téléphone, là, à l'heure où on se parle, hein, donc je ne l'ai pas testé, à l'heure où on se parle, c'est le téléphone que j'ai envie de vous inciter à aller chercher, plutôt par exemple que le LG G7. Et voilà, le V30, je le place au niveau d'un Samsung S9, je le place voilà, peut-être même au-dessus. Je n'ai pas pu le tester en profondeur malheureusement. Jason lui l'a testé et je sais qu'il a eu beaucoup de très bons. Enfin, il m'a fait un très bon retour sur ce téléphone, donc ça confirme. Moi, j'ai vu quelqu'un comme Benjamin de la chaîne de Watch, qui est un pro Apple, et être ébahi par ce qu'a proposé LG avec ce V30. Donc du coup, j'ai l'impression que malheureusement, ils ont mis tellement la barre haute avec ce V30 que pour le G7, ben il n'y a plus grand chose à proposer malheureusement. Donc voilà, ça n'est que mon avis. Et encore une fois, c'est une avis de première prise en main, comme ça, bien entendu. Et du coup, on va laisser LG me répondre point par point. Et je pense qu'il va essayer de vous convaincre, les amis. J'espère que le son, en tout cas, est bien meilleur. Voilà. Bon, bah, en tout cas, bonsoir. Alors, j'ai une on va dire que j'ai mis une critique assez marquée sur plein de choses. Ça n'enlève en rien les qualités que le propose l'appareil. C'était les points en tout cas que moi j'avais envie de soulever et aujourd'hui je voulais voir avec vous en tout cas qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ce nouveau produit en fait. Alors, merci de me donner la parole. Donc, oui, donc je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Alain Serrand. Donc, je suis le responsable marketing chez LG Électronique dans la division mobile. Voilà. Donc, j'ai entendu avec beaucoup d'attention tes critiques. Donc, beaucoup de critiques très intéressantes.
Alors déjà, merci pour les compliments sur le V30. Donc ça, c'est déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc je rejoins ton avis sur les promesses du V30 qui sont vraiment exceptionnelles. Oui, donc du coup, par contre, ce qui est intéressant, et c'est vrai que c'est un sujet qui peut faire débat, c'est pourquoi nous avons pris le parti de ne pas intégrer de LED sur le G7 ThinQ. Alors c'est vrai que c'est un débat de fond. L'OLED reste une excellente technologie, là-dessus on est à 100% d'accord, et c'est vrai que là-dessus on a un savoir-faire exceptionnel aussi sur la production de dalles OLED. Néanmoins, donc on est aujourd'hui sur un marché qui est assez ultra compétitif. Donc aujourd'hui, les smartphones qui intègrent des dalles OLED, donc il y en a plusieurs qui proposent, donc avec des qualités qui sont bien sûr diverses et variées. Mais nous, sur un produit comme le G7 ThinQ, on a voulu en fait essayer d'apporter des réponses concrètes sur des frustrations, des attentes des consommateurs, sur des utilisations en toutes circonstances, pas forcément dans les conditions optimales dans un salon où on regarde nos séries favoris, donc là où effectivement l'OLED offre une expérience extraordinaire. Mais par contre, dans les situations un peu de la vie courante de monsieur tout le monde, qui va forcément utiliser son téléphone, pas forcément à la maison, mais en mobilité, dans les transports en commun, et qui aura une situation qui ne sera pas optimale, comme on peut avoir du moins dans la maison. Et là, du coup, on a cherché, en fait, dans la conception du G7 ThinQ, à définir quelle est la meilleure promesse et quelle est la meilleure technologie qui va nous permettre, en fait, d'apporter des réponses concrètes à des frustrations des consommateurs. Et les frustrations, finalement, on les connaît sur des situations, notamment à l'extérieur ou des environnements assez ensoleillés. Des fois, on a un confort justement visuel qui se dégrade assez rapidement. Et on a beau avoir de l'OLED a ses limites dans ces environnements-là. Et donc, on a cherché à apporter des réponses concrètes avec une technologie qui permet d'avoir un écran qui soit suffisamment lumineux pour apporter un confort visuel en toutes circonstances. Il s'avérait qu'en 2018, aujourd'hui, la meilleure technologie qui permet d'apporter des réponses concrètes, c'est la technologie LCD IPS M+, qui permet d'offrir une luminosité qui soit exceptionnelle, qu'on ne peut pas obtenir avec de l'OLED. Ça, c'est un fait aujourd'hui. Du moins sur l'ensemble de la dalle, on ne peut pas obtenir ce niveau de luminosité. Donc c'est un parti pris. Alors c'est vrai que c'est un parti pris qui peut faire débat. Ça, on l'assume, on en a conscience. Mais par contre, on s'est dit que finalement, sur un produit grand public, général, il fallait quand même prendre le parti de se démarquer de la concurrence et d'apporter des réponses concrètes sur une utilisation qui ne soit pas forcément optimale dans un salon, mais une utilisation qui soit optimale en toutes circonstances. Ça, c'est vraiment le point important par rapport à la technologie écran sur lequel je voulais insister. Après, sur les autres caractéristiques multimédia, on a voulu effectivement aussi apporter une expérience la plus complète, la plus riche. Donc on a fait un excellent V30 qui offrait aussi des caractéristiques exceptionnelles, notamment sur la partie audio. Là, vous remarquerez que sur le G7 ThinQ, on a récupéré beaucoup de choses du V30 en termes d'expérience audio, et on l'a même enrichi par rapport au V30, notamment sur la partie haut-parleur. Parce qu'on a entendu aussi quelques critiques en disant les haut-parleurs, ils sont bien, mais finalement, ils n'ont rien d'exceptionnel par rapport à la concurrence. L'audio sur la partie casque, c'est exceptionnel, il n'y a pas de problème. Et sur la partie haut-parleurs, il y a des limites. Donc, on a apporté des évolutions sur le G7 ThinQ en intégrant des haut-parleurs boombox qui offrent une puissance donc on ne va pas avoir sur un smartphone conventionnel. Donc concrètement, on a cherché vraiment à apporter des réponses assez différenciantes et assez riches sur une expérience multimédia la plus complète, en misant pas uniquement sur la partie écran, mais aussi sur l'audio et sur la partie caméra en apportant des fonctionnalités donc de pointe, donc pour améliorer des performances notamment en basse luminosité et faciliter en fait aussi la captation de contenu photo et vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est des choses qu'on a intégrées, mais l'idée au final c'est d'arriver à avoir une copie globale qui soit la plus riche possible et la plus complète possible. D'accord. Alors moi j'avais une question, on va essayer de reprendre après quelques petites questions, peut-être des gens qui sont avec nous en live actuellement, on a une trentaine de personnes. Où est-ce que se situe ce LG donc G7 par rapport au V30 qui est toujours commercialisé? Voilà, et quel est son positionnement juste par rapport de l'un à l'autre? Donc aujourd'hui, alors c'est une réponse un peu compliquée que je vais faire parce que historiquement, la série G et la série V avaient deux chemins complètement différents. Donc même il s'avérait que c'était deux marchés.
puisqu'on a pris le parti, malheureusement, de se concentrer que sur la série G, qui était plutôt un positionnement mainstream, donc sur des produits qui n'étaient pas trop perchés en termes de prix, et qui convenaient en fait à un public plus large en fait qu'une cible vraiment niche de spécialisée. Donc du coup, on avait à l'époque deux histoires. Donc la série V qui était des grands smartphones avec des grands écrans, avec un gabarit beaucoup plus important que les produits de la série G, et des produits qui étaient robustes, et des produits dont l'histoire produit était axée sur la captation audio-vidéo, qui était vraiment importante, et la restitution audio qui était vraiment exceptionnelle. Depuis le V10, on a construit cette histoire. Là, on arrive un peu à la croisée des chemins, en 2018, où finalement, le G7, la plateforme du G7 ThinQ va récupérer beaucoup de choses de la série V. Et aujourd'hui, on est sur un produit qui va être assez comparable au V30, factuellement, il faut le reconnaître. Il va y avoir quelques différences qui vont subsister, pardon, je suis fatigué, notamment sur les choix de technologie écran, puisqu'on retrouve sur le V30 de la technologie OLED. Donc on a pris le parti de pas forcément de se démarquer avec des nouvelles fonctionnalités, notamment liées à la luminosité. Et je pense que la série V, progressivement, elle va continuer encore cette année, mais on devrait certainement assister à une fusion des deux familles de produits, puisque les univers se rejoignent. Aujourd'hui, on n'a plus à choisir entre un grand téléphone ou un grand écran. On peut avoir un grand téléphone, enfin un grand écran dans un téléphone compact. Donc ça, c'est nouveau et on peut le faire depuis l'année dernière. On n'a pas à choisir pour la robustesse ou un téléphone design, puisque sur ce produit-là, on a une certification drop test militaire et on a de l'IP68, donc qui offre de la durabilité. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'attributs sur ce téléphone qu'on retrouve par rapport à la série G historique. Voilà. Juste poser une petite question par rapport à ce LG G7. Le V30 m'avait beaucoup plu parce qu'aussi il y avait des modes de cinéma pour pouvoir filmer en vidéo. Et est-ce que c'est intégré aussi sur ce G7? Donc est-ce que ce G7 intègre tous les modes qu'on avait dans la vidéo et la photo qu'on trouvait sur le V30? C'est vrai qu'il était très destiné aux créatifs, et nous en tant que youtubeurs justement ça nous paraissait, et puis nous on a cette caractéristique sur notre chaîne à nous de rester connectés, de tourner essentiellement au smartphone, donc c'était vraiment un appareil qui nous parlait nous en tant que créatifs en fait. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des points qu'on a mis en avant dans la présentation d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, il faut que je revérifie parce qu'on n'a pas encore le logiciel final, donc c'est des choses qui se rajoutent progressivement. Ça n'est pas intégré, je ne serais pas surpris que ça le soit pour la commercialisation définitive. Généralement, on cherche vraiment à récupérer tout ce qu'on a intégré, et tout ce qu'on sait faire et tout ce qui plaît dans nos produits qui le supportent. Le G7, c'est un produit qui intègre une plateforme qui est solide. Ce n'est pas un produit milieu de gamme, donc on a la toute dernière génération de processeurs, donc il n'y a pas de limitation hardware pour ne pas proposer ce genre de fonctionnalité. Donc je serais très surpris qu'on n'intègre pas ces fonctionnalités sur le G7 ThinQ, clairement. Alors, on va peut-être prendre une ou deux questions rapides. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont répondu, notamment au niveau de l'induction. Donc, il a bien la recharge sans fil par induction. Il est bien USB type C, pardon. Voilà. Et donc, du coup, la reconnaissance faciale aussi également, elle est intégrée également. Donc, voilà. Si vous avez encore une ou deux questions, on va les prendre. Je vais juste demander une dernière petite chose de notre côté. Est-ce que donc on a le prix qui est de 849 €? J'ai pas cru entendre, ou peut-être j'ai peut-être pas suivi, c'est peut-être un peu de ma faute. J'ai peut-être un peu tourné la tête à ce moment-là. Au niveau de la date de sortie de ce téléphone. Alors, on se parle d'une date de sortie au 1er juin. Sortie effective. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aura des offres avec la sortie du téléphone, comme par exemple des écouteurs offerts? Alors, pour répondre, c'est un peu compliqué de répondre maintenant à cette question-là parce que c'est dans un mois. Alors c'est plus que réfléchir. En fait, on est en fin de discussion avec nos partenaires distributeurs. Donc on est plutôt à considérer au cas par cas avec nos partenaires distributeurs des offres. Voilà. Sur le V30, on voyait un partenariat fort avec Bang & Olufsen. Alors, nous, on nous a posé une colle tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pourrez nous répondre, parce qu'effectivement, le produit vient d'arriver. Juste par rapport à ce partenariat, est-ce que c'est toujours le cas? Et on nous a demandé quel DAC était intégré à l'intérieur. Et je me posais la question s'il y avait eu un. Alors, peut-être, c'est peut-être un peu compliqué. Où je me demandais s'il n'y avait pas le partenariat que vous avez fait avec le monde de la télé, où vous avez un partenariat avec un acteur de l'audio dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Voilà, si vous avez les réponses, tant mieux. Sinon, on essaiera de les mettre, nous, dans la description pour vous répondre. Alors, élément de réponse, déjà, on n'a pas signé de partenariat spécifique avec Bang & Olufsen pour le G7 ThinQ.
Néanmoins, à travers la collaboration, on a travaillé énormément avec eux, donc pour travailler notamment la partie software, donc optimisation, dès lors qu'on active le Quad DAC, donc la mise en place de filtres numériques vraiment optimisés. Donc on va retrouver tous ces développements en fait sur le G7 ThinQ, mais on n'aura pas le label et le logo Bang & Olufsen sur ce téléphone-là. Donc on n'a pas forcément de partenariat qu'on va mettre en avant. Ça faisait sens sur le V30, tout simplement parce qu'il y avait une histoire à raconter et qu'il fallait, on avait intégré pas mal de nouvelles technologies, donc il fallait l'épauler par cette histoire et ce partenariat qu'on a mis en place avec Bang & Olufsen. Aujourd'hui, maintenant qu'on a travaillé avec eux et qu'on a acquis ce savoir-faire technologique en termes de R&D pour développer toutes les fonctionnalités logicielles, on n'a pas forcément jugé bon de reproduire à nouveau ce partenariat. Ça n'apporte pas grand-chose au final. Très bien, bah écoutez, ça s'entend. Alors pour les gens qui posaient encore des questions que je voulais passer, alors on est sur un seul haut-parleur qui a été amélioré avec vous, sur lequel vous avez beaucoup travaillé dessus. Parce qu'on me demandait s'il y avait du stéréo par le haut-parleur, non. Je sais plus, au niveau de la batterie, on est bien sur du 3000. Oui, 3000 mAh. Voilà. Est-ce qu'il y a une stabilisation optique ou pas? C'était une des questions qu'on avait eues. Au niveau de la photo numérique. La stabilisation est numérique. Voilà les amis. Je pense que de toute façon on va arrêter là malheureusement pour ce live. On serait bien resté encore très longtemps avec vous. Malheureusement il va falloir quand même qu'on libère les lieux. On est déjà resté tard, il reste plus grand monde. Tout d'abord je veux remercier LG de nous avoir invités. On souhaite quand même beaucoup de succès à LG et pour ce G7 ThinQ. Encore une fois, tout ce que j'ai pu émettre sur ce test, c'est un premier retour à chaud, comme ça, un aspect, vous savez, quand on analyse, qu'on nous montre, on va plutôt regarder les choses plutôt qui nous semblent à nous manquantes, plutôt que les choses qui nous ont été dites. On pourrait parler de l'écran qui est lumineux, qui peut monter jusqu'à 1000 nits. On peut parler également donc du traitement qui a été fait sur le haut-parleur. On peut parler du travail qui a été fait au niveau du design. Il y a plein de choses, du bouton additionnel Google Assistant. Il fait débat, pour faire juste un premier retour de ce qu'on a eu même avec les gens. Alors il y en a qui disent pourquoi mettre le bouton. Alors, on le sait, hein, j'ai bien compris moi votre message qui me paraît pertinent de toujours dire OK Google, c'est un peu fatigant. J'espère que j'ai révélé le OK Google de personne. Mais moi je comprends en tout cas la fonctionnalité de ce bouton. J'ai même envie de dire libre à certains peut-être petits bidouilleurs. Moi j'ai envie de dire aux gens de pouvoir pourquoi pas développer un logiciel comme c'est déjà le cas chez un de vos concurrents Samsung qui a un assistant qui malheureusement est inopérant on va dire en France ou ne fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, libre à eux de pouvoir reparamétrer ce bouton. Ça peut être intéressant de pouvoir, par exemple, moi j'utilise beaucoup Waze le matin. Un bouton que je peux appuyer mais balancer Waze, voilà. Donc ça, il y a des pistes qui peuvent être intéressantes, ça sera toujours bon à prendre. On a notre ami Jojol qui est venu sur le live, merci Jojol. Si tu peux mettre un pouce pour nous aider, c'est sympa, je le sous-dois. Il y a Jojol qui salue LG, donc voilà. Merci à tous, à toutes les 30 personnes qui ont été là, aux 18 personnes qui nous ont mis un pouce j'aime juste pour ce soir, pour quand même un live, je vous avoue, qui a été totalement improvisé. Donc en termes de communication, on n'a pas trop eu le temps de faire ça en amont. Merci à tous les copains qui ont été là, je pense notamment à Quentin, je pense à notre ami Manu, je suis très heureux parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de petits échanges. J'ai envie de dire, Manu, tu descends. Et puis il y a Pépé aussi qui est là, qui est venu nous voir. Moi, je vous dis honnêtement, quand on a la chaîne qu'on a, c'est-à-dire qui n'est pas très grande, qui ne demande qu'à grandir, mais qu'on arrive à réunir un panel comme ça, franchement, je peux vous dire que nous, on reste très humble devant ces personnes-là qui font un travail formidable de leur côté et qui en plus... Heureusement, on n'entend pas très bien. et en tout cas, qui viennent soutenir des petits créateurs. Je suis pas très grand en plus, mais il y a des petits créateurs comme nous qui faisons notre chemin comme ça dans la sphère de YouTube et qui n'ont pas forcément peut-être la vocation de devenir de gros professionnels, mais on s'éclate bien, comme le dit Pépé, le plus important c'est de s'éclater. Et puis voilà, donc les amis, nous, on n'a qu'une chose à vous dire de notre côté, c'est rester connectés. Bye bye tout le monde, merci.